En moins de 2 ans, le tempo sécuritaire du Sahel a basculé. Des cartes jadis ouvertes montrent désormais des couloirs fermés, des routes coupées, des bases désertées et des calculs militaires forcés de se réécrire sous pression locale dans un espace longtemps perçu comme dépendant et lent. Que signifie, pour ceux qui vivent de ces territoires, l'irruption d'Ibrahim Traoré quand la vitesse change enfin de camp? Un ciel transformé en frontière active redessine les certitudes régionales et quotidiennes bien au-delà du champ militaire traditionnel et des équilibres hérités fragiles anciens. Cette analyse promet une chose précise, éclairer comment un ajustement technique discret devient un pivot stratégique régional. Pour le lecteur, le bénéfice est clair et immédiat, lire le Sahel par le temps gagné. L'enjeu dépasse la performance militaire, car il touche à la crédibilité de l'État, à la confiance des communautés et à la lecture géopolitique des voisins. Longtemps, le Burkina Faso a été décrit comme un espace réactif, dépendant d'agendas extérieurs et prisonnier de délais structurels. Ce récit inverse la perspective en partant des signaux mesurables, des microcas de terrain et des choix organisationnels qui compressent les minutes critiques. Il ne s'agit pas d'exalter un matériel, ni de proclamer une victoire, mais d'examiner une mécanique où renseignements, décisions et actions s'alignent. La question centrale guide la suite. Quand un pays enclavé impose son tempo, que deviennent les modèles hérités? En suivant cette grille, chaque section testera les effets concrets, les limites et les risques, sans extrapolation gratuite. Le fil conducteur reste constant. Comprendre comment une dynamique locale reconfigure des calculs régionaux pas à pas, sous contrainte réelle. On observe d'abord un basculement rarement mis en avant. Un chiffre rarement mis en avant, le délai moyen entre détection et réaction, autrefois supérieur à 45 minutes, est parfois descendu à environ 12 minutes. Cette contraction du temps, observée en moins de 24 mois, modifie plus profondément le rapport de force que n'importe quel renfort ponctuel. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut revenir au paysage antérieur. Pendant des années, les groupes armés ont prospéré non par supériorité matérielle, mais par maîtrise des écarts temporels. Ils entraient à l'aube, disparaissaient au crépuscule et exploitaient un intervalle presque garanti entre alerte et intervention. Le Burkina Faso était perçu comme un corridor plus que comme un espace souverain où la géographie offrait refuge et dispersion. L'appareil sécuritaire national fonctionnait alors sur un réseau étiré d'avant-postes, dépendant de flux de renseignements fragmentés et souvent externes. Les informations arrivaient tard, parfois trop tard pour empêcher une attaque ou poursuivre une colonne en repli. Les communautés vivaient avec l'idée qu'un danger pouvait surgir sans avertissement utile, ce qui nourrissait à la fois la peur et le silence. Les missions internationales ont tenté de réduire ces failles. Drones partenaires, conseillers tournants, opérations conjointes ont apporté des capacités, mais selon des priorités définies ailleurs. Le tempo restait aligné sur des cycles décisionnels lents, éloignés de l'urgence quotidienne des zones frontalières. C'est dans ce contexte qu'émerge la variable longtemps identifiée mais jamais traitée à grande échelle, effacer le retard structurel. Sous le leadership d'Ibrahim Traoré, cette idée cesse d'être théorique et devient un axe central. Le raisonnement est simple mais exigeant. Sans contrôle du temps, aucun contrôle durable du terrain n'est possible dans le Sahel. Cette compréhension ouvre une séquence nouvelle. Le ciel ne constitue plus seulement un décor stratégique, mais un multiplicateur actif. La vitesse devient une ressource. Et lorsque cette ressource commence à se diffuser dans l'ensemble du système, le cadre hérité se fissure. Les premiers effets ne sont pas apparus dans des communiqués officiels, mais dans des récits discrets venus du terrain. Dans une zone longtemps considérée comme imprévisible, une patrouille de routine remarque un détail inhabituel. Des éleveurs, d'ordinaire silencieux, évoquent spontanément une baisse des passages armés près de leur pâturage. Rien de spectaculaire, mais un indice révélateur d'un déplacement du risque déjà en cours. Un autre cas, survenu dans un village frontalier, précise cette intuition. Une cellule d'alerte communautaire transmet une observation en moins de 5 minutes, là où il fallait auparavant près d'une demi-heure pour relayer une information comparable. Ce raccourcissement permet à une petite unité mobile d'intervenir avant la dispersion habituelle des groupes hostiles. Pour les habitants, le changement est tangible.
La réponse n'arrive plus après coup, mais dans la fenêtre décisive. Ces situations ne reposent pas sur un acteur héroïsé, mais sur un personnage collectif, le lien réactivé entre population, renseignement et action. Les communautés cessent d'être de simples victimes passives et deviennent des capteurs avancés du dispositif. Leur comportement évolue en parallèle de la réactivité militaire, renforçant la précision des signalements et la confiance mutuelle. Dans les cercles de planification, ces signaux sont interprétés comme les premiers effets concrets du système impulsé sous Ibrahim Traoré. Non pas une prouesse technologique isolée, mais l'émergence d'un autre rapport au temps et à l'initiative. Chaque microcas alimente une dynamique cumulative où la rapidité commence à redéfinir la sécurité locale. Et, très concrètement, quand la réponse devient crédible, le silence recule. L'activation commence sans annonce formelle, presque à bas bruit. Des vols d'essai se succèdent sur plusieurs semaines, discrets mais réguliers. Les trajectoires sont basses, les capteurs thermiques testés, les approches nocturnes ajustées. Pour l'observateur extérieur, rien ne semble changer. Pour les unités au sol, en revanche, le glissement est perceptible. Les demandes de reconnaissance reçoivent une réponse plus rapide, les confirmations arrivent désormais en minutes plutôt qu'en heures. Le système se met en place avant même que le premier choc ne survienne. Le basculement devient visible lors de la première alerte majeure. Une colonne armée franchit la frontière au crépuscule selon une logique éprouvée depuis des années. Elle compte sur l'ancien avantage, le temps, mais cette variable n'opère plus de la même manière. Une veille communautaire transmet un signal, une patrouille capte une signature thermique. Un opérateur confirme la trajectoire. En 12 minutes, un appareil décolle. En moins d'une demi-heure, la colonne se disperse, privée de sa zone de regroupement. Pour la première fois depuis longtemps, l'initiative temporelle change de camp. À partir de cet épisode, la dynamique s'accélère. Les groupes hostiles testent les limites du nouveau dispositif. Ils fragmentent leur convoi, multiplient les itinéraires secondaires, modifient les horaires de passage pour saturer la détection. Chaque tentative vise à recréer de l'incertitude. Mais la réponse nationale s'ajuste en parallèle. Les cartes sont mises à jour en continu, les routes de fuite autrefois considérées comme sûres deviennent des zones à risque. Les hésitations apparaissent dans les décisions adverses, signe d'une pression constante. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré devient lisible pour les analystes. Non pas à travers une annonce politique ou un symbole matériel, mais dans la cohérence d'un système où la vitesse impose désormais la règle. La transformation ne repose pas sur une frappe décisive, mais sur une séquence d'usure inversée. Chaque action rapide prive l'adversaire de son carburant principal, l'initiative. Le calcul du risque se renverse minute après minute. Les répliques se manifestent progressivement. Les villages situés près des frontières signalent moins d'incursions nocturnes. Les patrouilles retrouvent des traces plus cohérentes. Les réseaux d'éleveurs évoquent une baisse des mouvements suspects. Certains sanctuaires insurgés se vident ou se déplacent vers des zones moins surveillées. Rien de spectaculaire, mais une érosion méthodique, où chaque attaque avortée ouvre un intervalle plus large pour consolider le dispositif. À mesure que les missions se multiplient, un effet secondaire apparaît. La région observe. Les capitales voisines recalculent leurs risques. Les contingents étrangers réévaluent leur modèle d'intervention. Les alliances internes des groupes hostiles se tendent. La présence aérienne, même intermittente, modifie les stratégies au-delà des frontières. Dans cette séquence, les analystes comprennent que le cœur du changement n'est pas la machine, mais la structure qui la soutient, impulsée sous Ibrahim Traoré. On voit désormais se dessiner un enchaînement net, une activation discrète, une montée contrôlée, puis des répliques régionales. Avant la transformation, le délai moyen entre la détection d'une menace et une réponse effective dépassait régulièrement 45 minutes, un intervalle qui offrait aux groupes armés une marge d'évasion presque systématique. Aujourd'hui, ce délai peut descendre jusqu'à 12 minutes, une compression temporelle qui réduit drastiquement l'avantage historique de la fuite. Ce premier écart ne se lit pas seulement en minutes gagnées, mais en options perdues pour l'adversaire. Une fenêtre plus courte limite la capacité à se disperser, à masquer les traces et à rejoindre des zones refuges avant toute intervention. Chaque minute supprimée resserre l'espace tactique disponible. La rapidité cesse d'être un simple atout opérationnel pour devenir une contrainte imposée à l'autre camp.
Un deuxième repère concerne la couverture des zones sensibles. Avant la réforme, les patrouilles aériennes ne couvraient qu'une fraction limitée des secteurs critiques durant les heures à risque, souvent estimées autour de moins d'un cinquième de l'espace concerné. Désormais, cette couverture dépasse les 2/5 selon plusieurs officiers impliqués dans la coordination. Ce saut quantitatif modifie la perception du terrain. Des zones autrefois considérées comme des interstices sûrs deviennent des espaces potentiellement observés en continu. La géographie n'est plus figée, elle devient conditionnelle. Ce changement de couverture entraîne un effet en cascade. Les groupes hostiles fragmentent davantage leurs unités, évitent les rassemblements prolongés et multiplient les itinéraires secondaires. Ces adaptations signalent une perte de confiance dans les anciennes routines. Là où la mobilité était fluide et prévisible, elle devient hésitante et coûteuse. Le risque psychologique s'ajoute au risque tactique. Un troisième repère touche à la chaîne communautaire. Avant, le relais d'une alerte villageoise pouvait prendre jusqu'à 30 minutes, parfois davantage, lorsque les canaux étaient saturés ou indirects. Aujourd'hui, des transmissions s'effectuent dans 5 minutes grâce à des protocoles simplifiés et à une coordination plus directe. Cette réduction transforme le rôle des populations locales. Elles ne sont plus de simples témoins tardifs, mais des capteurs avancés intégrés au dispositif. La vitesse collective augmente sans militarisation accrue de la vie quotidienne. Pris ensemble, ces trois écarts dessinent l'ossature mesurable d'une doctrine émergente. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer l'ensemble de la dynamique sécuritaire, mais ils révèlent la cohérence d'un système où chaque minute gagnée accroît la pression cumulative sur les réseaux hostiles. Les analystes parlent ici d'un effet d'engrenage. Plus la réponse est rapide, plus l'adversaire doit se disperser, ce qui ralentit ses propres cycles de décision. L'influence d'Ibrahim Traoré apparaît précisément dans l'articulation de ces données, avec une vision plus large. La supériorité locale n'est plus évaluée en puissance de feu ou en effectifs visibles, mais en capacité à compresser le temps. Une armée qui agit trop lentement perd l'initiative avant même le premier contact. Une armée rapide impose ses contraintes sans avoir à démontrer sa force de manière permanente. Un autre indicateur renforce cette lecture. L'interconnexion des sources de renseignement, observation communautaire, détection thermique, images et rapports de patrouille réduit les angles morts opérationnels. Les informations autrefois dispersées se consolident dans flux continus, traités en séquences plus courtes. Cette fusion permet des ajustements quasi immédiats, là où les décisions étaient auparavant figées par des cycles longs. Enfin, replacées dans leur environnement régional, ces données prennent une dimension supplémentaire. Les capitales voisines observent la diminution des incursions au nord du Burkina Faso et intègrent ce paramètre dans leurs propres calculs. La transformation reste fragile, mais la convergence entre chiffres, comportements adverses et signaux de terrain suggère qu'un seuil a été franchi. La vitesse est devenue une ressource stratégique à part entière. Depuis le début, deux interprétations s'affrontent depuis le début de la transformation sécuritaire observée au Burkina Faso. La première, plus prudente, affirme que l'avantage actuel ne peut être que transitoire. Selon cette thèse, les groupes armés disposent d'une capacité d'adaptation presque illimitée. Ils réduisent la taille de leurs unités, modifient leurs itinéraires, se fondent davantage dans les populations et exploitent la moindre faille logistique. Dans cette lecture, toute supériorité technologique finit par être contournée. La vitesse gagnée aujourd'hui serait compensée demain par une plasticité organisationnelle accrue. Le risque, à terme, serait une course sans fin où chaque innovation appelle une contre-mesure. La seconde lecture défend une vision inverse. Elle considère que la dynamique en cours marque un tournant plus profond et potentiellement durable. Ses partisans soutiennent que le cœur du changement ne réside pas dans un outil particulier, mais dans la synchronisation nouvelle entre renseignement, décision et action. Lorsque ces trois éléments fonctionnent dans une boucle resserrée, l'adaptation adverse ne disparaît pas, mais elle s'opère dans un espace beaucoup plus contraint. La vitesse n'est plus seulement un avantage ponctuel, elle devient une règle structurelle qui pèse en permanence sur les calculs ennemis. Pour départager ces deux positions, il faut revenir aux éléments observables décrits précédemment. Plusieurs mutations adverses apparaissent simultanément, fragmentation accélérée des convois,
abandon de routes historiquement utilisées, déplacement de certaines cellules vers des zones plus éloignées du centre opérationnel. Ces ajustements ne relèvent pas d'un simple mimétisme tactique, ils traduisent un rétrécissement mesurable de la marge d'initiative. L'adversaire s'adapte, certes, mais il le fait sous contrainte croissante, avec moins de temps et plus d'incertitude. Cette lecture gagne en solidité lorsqu'on intègre la dimension doctrinale. La transformation n'est pas le produit d'un équipement isolé, mais d'un système cohérent structuré sous le leadership d'Ibrahim Traoré. C'est cette cohérence qui modifie la matrice décisionnelle des groupes hostiles. Leur capacité d'adaptation demeure réelle, mais elle s'exerce désormais dans un cadre où chaque erreur coûte davantage et où chaque retard pèse plus lourd. Au final, la synthèse qui s'impose reste nuancée. Oui, un cycle d'adaptation existe toujours, mais pour la première fois depuis longtemps, la réactivité nationale semble avoir pris l'ascendant sur ce cycle. L'avantage n'est pas absolu, mais il est structurellement ancré dans le temps gagné, et peu à peu la peur change de camp. À ce stade, le point médian ne tient pas à une nouvelle capacité visible, mais à une modification silencieuse des anticipations. Jusqu'ici, les groupes hostiles raisonnaient en termes d'opportunités spatiales. Routes, forêts, frontières poreuses. Désormais, ils doivent intégrer une variable permanente et intangible, la possibilité constante d'une réaction rapide, venue du ciel, même lorsque rien ne l'annonce. Cette incertitude modifie la prise de décision à chaque échelon, du chef de cellule au simple éclaireur. Le changement est d'abord mental. Là où l'absence de réponse rapide était intégrée comme une donnée stable, l'attente devient risquée. Les itinéraires sont abandonnés non parce qu'ils sont bloqués, mais parce qu'ils pourraient l'être. Les regroupements sont écourtés non par contrainte immédiate, mais par crainte d'un délai trop long. La vitesse agit ici comme une pression diffuse, omniprésente, qui précède l'action elle-même. Pour les observateurs régionaux, cette inflexion marque une rupture. Le Burkina Faso n'agit plus seulement sur ses marges, il influence les calculs de ses voisins, contraints d'ajuster leurs propres dispositifs pour éviter des effets de débordement. La doctrine impulsée sous Ibrahim Traoré dépasse ainsi le cadre national. Elle introduit une nouvelle norme de réactivité dans un espace longtemps structuré par la lenteur. À ce stade, le dispositif n'est plus seulement opérationnel, il devient dissuasif par anticipation. Du côté de l'État, la première conséquence est institutionnelle. La compression des délais de réaction, parfois ramenés à 12 minutes, permet une redistribution des ressources. Moins d'unités sont absorbées par l'urgence permanente, davantage peuvent être orientées vers la consolidation territoriale. Les centres de commandement gagnent en autonomie décisionnelle, réduisant la dépendance à des relais extérieurs. Cette capacité à agir vite renforce la crédibilité de l'appareil sécuritaire et modifie la perception de la souveraineté opérationnelle. Sous l'impulsion du système structuré autour d'Ibrahim Traoré, l'État n'apparaît plus uniquement comme un acteur réactif, mais comme un organisateur du tempo. Du côté du tissu économique, les effets se sont plus indirects, mais tout aussi structurants. La baisse des incursions dans plusieurs zones du Nord réduit les interruptions sur les axes commerciaux et les couloirs pastoraux. Des transporteurs évoquent une diminution des détours imposés et des arrêts forcés, signe que la logistique devient plus prévisible. Cette prévisibilité ne supprime pas le risque, mais elle le rend calculable. Dans cet environnement, certaines petites et moyennes entreprises réévaluent des circuits suspendus depuis des années. L'économie locale ne redémarre pas brutalement. Elle respire à nouveau, portée par des fenêtres de stabilité plus longues. Pour les populations, l'impact est d'abord psychologique. Dans plusieurs villages, le simple fait de savoir qu'une réponse rapide est possible modifie les comportements quotidiens. Les signalements deviennent plus fréquents et plus précis. Les déplacements nocturnes diminuent, la coopération avec les unités locales progresse. Le sentiment d'abandon, longtemps dominant, recule progressivement, même si la confiance reste fragile. Cette évolution illustre une dimension centrale de la doctrine associée à Ibrahim Traoré. La vitesse ne sert pas seulement à frapper, mais à rassurer. Chaque minute gagnée sur la réponse réduit une minute de peur anticipée. Et, à l'échelle régionale, les répercussions sont immédiates.
Les capitales voisines ajustent leur modèle de risque en intégrant un voisin devenu capable d'influencer les équilibres frontaliers. Le Mali et le Niger, engagés dans leur propre recomposition sécuritaire, perçoivent l'intérêt d'un partenaire capable d'imposer un rythme plus élevé dans la gestion des corridors transfrontaliers. Dans le même temps, certains acteurs extérieurs réévaluent leur marge d'intervention, conscients qu'une opération mal synchronisée pourrait déclencher des effets non maîtrisés. Cette prudence nouvelle traduit une reconnaissance implicite. Le Sahel ne peut plus être lu avec les anciennes grilles. Pris ensemble, ces 4 cercles montrent que la transformation dépasse largement le champ militaire. Elle redessine les flux économiques, modifie les comportements civils et réajuste les calculs géopolitiques. En compressant le temps, le Burkina Faso modifie la carte du pouvoir qui l'entoure. Et cette modification, encore fragile, commence déjà à produire des effets durables sous l'architecture impulsée par Ibrahim Traoré. Pour imaginer la suite, on peut d'abord se placer dans le scénario de base, le plus probable à court terme. Le dispositif actuel se stabilise sans transformation spectaculaire supplémentaire. Les délais de réaction demeurent compressés, même si les capacités aériennes sont sollicitées à leurs limites opérationnelles. Les groupes armés poursuivent leurs adaptations, mais sans retrouver l'initiative temporelle qui structurait auparavant leurs actions. Les incursions persistent de manière sporadique, plus fragmentée et moins coordonnée. Les États voisins maintiennent une posture prudente, ajustant leurs calculs sans entrer dans une logique d'escalade ouverte. Dans cette trajectoire, l'équilibre reste fragile mais tenable, fondé sur une gestion fine du temps plutôt que sur une domination totale. On peut ensuite considérer une hypothèse plus optimiste, fondée sur un renforcement structurel du système. Les chaînes logistiques gagnent en robustesse, réduisant les périodes d'indisponibilité des moyens aériens. L'intégration des sources de renseignement progresse, permettant des décisions encore plus rapides et plus ciblées. Les communautés locales, encouragées par des résultats visibles, intensifient leur rôle dans les mécanismes d'alerte. Les corridors frontaliers enregistrent une baisse plus nette des mouvements hostiles et une coopération régionale plus affirmée commence à émerger. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso consolide un avantage durable, non par accumulation de moyens, mais par cohérence systémique et confiance progressive. Enfin, une trajectoire plus pessimiste mérite aussi d'être envisagée, car elle s'articule autour d'une surcharge du dispositif. Les contraintes techniques s'accumulent, les cycles de maintenance s'allongent, et les appareils passent davantage de temps au sol. Les groupes armés exploitent ces intervalles pour reprendre l'initiative dans certaines zones périphériques. En parallèle, des pressions géopolitiques externes ou des frictions régionales accroissent le risque de malentendus stratégiques. Une surenchère discrète entre acteurs voisins pourrait alors transformer la région en espace de compétition prolongée, où chaque action devient plus coûteuse et plus risquée. Dans ce contexte, le tempo national ralentit et avec lui la crédibilité acquise. Pour lire correctement ces trajectoires, une grille s'impose. Il faut considérer la vitesse non comme un avantage ponctuel, mais comme une ressource stratégique à entretenir. Sa conservation dépend autant de la logistique que de la doctrine, autant des communautés que des centres de décision. Ce cadre de lecture permet de suivre les évolutions sans céder à l'illusion d'une trajectoire linéaire. La question n'est donc pas de savoir si le système peut gagner définitivement, mais s'il peut continuer à imposer ses contraintes dans la durée. Pour les habitants directement exposés, le changement se lit dans des signes modestes mais concrets. Les incursions nocturnes diminuent dans certaines zones, des routes longtemps évitées sont parfois réempruntées, et les alertes communautaires deviennent plus régulières. La sécurité ne se mesure pas en communiqués, mais en minutes gagnées sur l'angoisse. Cette compression du temps modifie la manière d'organiser les déplacements, le travail pastoral et la relation quotidienne à l'autorité locale. Pour les acteurs économiques locaux, l'effet principal tient à la prévisibilité retrouvée. Moins d'interruptions signifie des itinéraires plus stables et des coûts mieux anticipés. Les transporteurs peuvent recalibrer leurs trajets, les commerçants rouvrir des échanges suspendus et certaines PME réévaluer leurs marges de risque. La stabilité n'est pas totale, mais elle devient lisible. Cette lisibilité permet de prendre des décisions prudentes sans immobiliser l'activité. Pour les observateurs extérieurs, analystes, diplomates, institutions régionales, la transformation
impose une relecture des hypothèses. Le Burkina Faso n'est plus un simple récepteur de modèles sécuritaires, mais un acteur qui influence le tempo régional. Les cadres d'analyse doivent intégrer cette variable temporelle, sous peine de produire des diagnostics décalés. La vitesse devient un paramètre stratégique à part entière. À l'échelle individuelle, 2 gestes simples émergent. D'abord, observer les signaux faibles plutôt que les annonces spectaculaires. Ensuite, évaluer les dynamiques locales par leurs effets cumulés, non par des événements isolés. C'est dans ces micro-ajustements que se lie la profondeur du changement impulsé sous Ibrahim Traoré. Pour commencer, la première étape consiste à stabiliser la chaîne logistique aérienne. Les plateformes engagées exigent un entretien rigoureux et continu. Garantir l'accès aux pièces, aux carburants spécialisés et aux équipes techniques conditionne la permanence de la réactivité. Sans cette base, le gain temporel risque de s'éroder précisément au moment critique. La vitesse pour durer doit être soutenable. Ensuite, la deuxième étape vise l'unification complète des flux de renseignements, les observations communautaires, les détections thermiques, les rapports de patrouille et les images doivent converger vers une interface unique dotée de protocoles clairs. Cette intégration réduit les angles morts et raccourcit encore les cycles de décision. Elle transforme une addition de signaux en une lecture cohérente et exploitable. Puis la troisième étape repose sur la formation des unités locales. Chaque échelon, patrouille, opérateur, coordinateur, doit maîtriser les procédures d'alerte, de marquage et de liaison. L'objectif est l'autonomie fonctionnelle. Le système doit continuer à opérer même lorsque certaines capacités sont temporairement indisponibles. La résilience humaine devient ici aussi importante que la performance technique. Enfin, la quatrième étape concerne la coordination régionale. Sans alignement minimal avec les pays voisins, les corridors d'évasion risquent simplement de se déplacer. Une architecture coopérative, même limitée, permettrait de réduire ces zones grises et d'éviter des interprétations militaires dangereuses. La vitesse nationale gagne en efficacité lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre partagé. Et, pour tenir dans la durée, un mécanisme d'évaluation continue s'impose. Un suivi régulier des délais de réaction, des mouvements frontaliers et des signalements communautaires permet d'ajuster le dispositif sans rupture brutale. Cette boucle d'apprentissage garantit que la doctrine ne dépend pas d'un moment politique, mais d'une structure durable, pensée et portée sous Ibrahim Traoré. La réponse à la question ouverte plus tôt devient lisible. Le tempo peut se conserver, à condition d'être entretenu. Le récit revient là où les premiers indices sont apparus, loin des cartes et des centres de commandement. Dans ces villages frontaliers évoqués plus tôt, les gestes quotidiens ont légèrement changé. Un éleveur reprend une route abandonnée depuis des mois. Une patrouille reçoit un signal plus précis. Un silence ancien se transforme en information utile. Rien de spectaculaire, mais une respiration nouvelle s'installe, perceptible pour ceux qui vivent au plus près du risque. Cette transformation rappelle une réalité souvent occultée. La sécurité ne se décrète pas uniquement par des annonces ou des équipements visibles. Elle se construit dans la continuité, dans la confiance progressive entre population et institutions, et dans la capacité d'un système à tenir dans le temps. Les hélicoptères n'étaient qu'un signal initial. Le cœur du changement réside dans la cohérence d'un ensemble où chaque minute gagnée compte. Sous l'impulsion de la doctrine structurée autour d'Ibrahim Traoré, le rapport au danger se recompose. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de dicter seule les comportements. Le tempo devient un repère partagé, une forme d'ancrage collectif dans un environnement longtemps dominé par l'incertitude. Et une phrase s'impose alors, simple et nue: la sécurité est un mouvement. À ce stade, le propos ne cherche pas à clore le débat, mais à l'élargir. La transformation observée ne se résume ni à un homme, ni à un outil, ni à une séquence isolée. Elle interroge une manière de penser la sécurité dans des espaces longtemps analysés à distance, avec des modèles souvent déconnectés du vécu local. Le cas du Burkina Faso invite à déplacer le regard. Moins de fascination pour les symboles, plus d'attention aux dynamiques lentes et cumulatives. Cette lecture appelle une posture différente. Plutôt que de demander si une stratégie fonctionne, il devient plus pertinent de se demander comment elle modifie les comportements, les anticipations et les choix quotidiens. C'est là que se joue la durabilité réelle d'un changement. Dans ce cadre, la trajectoire engagée sous
Ibrahim Traoré sert moins de réponses que de points d'appui pour une réflexion plus large sur le Sahel. L'espace reste donc ouvert. Observer, comparer, questionner sans simplifier à l'excès. Les prochains mois apporteront de nouveaux signaux, peut-être contradictoires, qui mériteront d'être lus avec la même exigence. La question demeure volontairement ouverte et elle s'adresse à chacun. Comment interprétez-vous, vous, l'impact de cette recomposition sur l'avenir du Sahel ?